celui qui doit préserver sa population, c'est l'Union européenne, les uns et les autorités locales, chose qu'ils ne font pas. Voilà pourquoi on propose que les gens commencent à prendre, voilà, il faut peut-être que la population soutienne des chercheurs tels que le docteur Jérôme Mouniangui, des gens dont la vocation, ce n'est pas, et c'est ça qui est différent. Il y a des gens qui veulent se faire de l'argent, et il y a des gens dont la vocation est de travailler dans le domaine de la recherche. C'est leur vocation, c'est-à-dire qu'ils ont un espèce de feu sacré pour rechercher. Ils vont rester intègres, voilà, ces gens-là. Sinon, il est évident qu'une personne comme lui, voilà, avant de quitter l'OMS, quand il était contre tous ces essais qui étaient faits, il est évident qu'on lui a proposé des enveloppes. S'il est parti de l'OMS qu'on a essayé de tuer, c'est que quelque part, il était contre se faire graisser la patte pour, en échange, que ses frères meurent. Donc, quelque part, je pense que c'est à nous de savoir qui est là pour notre intérêt et de savoir qui est-ce qu'on veut suivre pour notre intérêt. Si on industrialise, on met fin à leur cinéma. À leur cinéma de bons samaritains. Cinéma aux acteurs multiples, donc destruction d'un système pourri. Du coup, on engraisse les porcs jusqu'à passage à l'abattoir. Et au suivant, wow. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que le changement n'émanera que du peuple, nous dit Joy. Les autres, qu'ils continuent de boire du champagne sur la tête du peuple. Voilà, ça c'était le mot de Joy Ital qui nous a dit le changement viendra de vous qui nous regardez, de n'importe où vous êtes, avec les compétences que vous avez, avec ce que vous avez, avec peut-être la considération que vous avez pour justement ces quelques personnes, experts, africains, leaders d'opinion qui nous restent, qui sont intactes, qu'on doit protéger et qu'on doit surtout suivre de près pour pouvoir encourager. Voilà. Il y a un commentaire qui a été laissé par Franjeb que j'aimerais bien lire, mais pour compléter ce que tu dis, quand les États, et je reviens dessus, c'est pour montrer un peu le problème avec notre peuple, quand les États européens se font attaquer pour terrorisme, on sait tous dire « je suis Charlie, je suis Bruxelles, je suis tel endroit ». Il est peut-être temps pour nous de commencer à dire à nos chercheurs « je suis chercheur, je suis avec toi, je suis médecin, je suis avec toi, je suis patriote, je suis avec toi ». C'est maintenant le message qu'il faudra envoyer, arrêter de chaque fois dire « je suis Charlie », parce qu'il est évident que Charlie, pour vous, il fera rien du tout. Voilà, c'est tout à fait. Et donc, tu peux Vas-y, non. Donc, Franjeb dit la réponse à la thématique du jour ne se pose même plus. Oui, il s'agit pour nous de songer à des alternatives nouvelles qui prendront mieux en compte notre problématique de santé en Afrique. Voilà. Et par rapport à ça, moi, je me suis toujours posé une question, et j'aimerais qu'on se la pose tous ensemble. C'est que nous avons des personnes de la diaspora, par exemple. C'est pas pour discréditer les personnes qui sont en Afrique. Nous avons des personnes de la diaspora. Ces personnes de la diaspora, pour certains, ont étudié la médecine ici, ont étudié la chimie. Peu importe ce que c'est, ils ont étudié le secteur scientifique. Ces personnes, pour la plupart, ne trouvent pas d'emploi ici. Peu importe leur qualification, ils ne trouvent pas d'emploi ici. Et bien souvent, ils acceptent des salaires et des métiers qui ne correspondent pas à leur qualification. Tout à fait. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, la diaspora, et à nos frères qui nous attendent en Afrique et qui nous disent, écoutez, on a un problème ici parce que, je suis désolé de te dire ça, quand tu pars d'un endroit et que là où tu arrives, on te rappelle que tu n'es pas chez toi, il faut que tu te souviennes qu'un jour ou l'autre, on pourrait te dire aussi, rentre chez toi. D'accord? Et si tu rentres chez toi et que tu n'as pas préparé chez toi, le temps que tu auras passé, tu l'auras passé à bâtir la maison d'un autre et pas ta maison à toi. Qu'est-ce qui nous empêche à nous? On a des hommes d'affaires qui recherchent à s'enrichir et qui ne trouvent généralement pas spécialement les bonnes solutions. Le secteur pharmaceutique est là. Il y a des scientifiques ici. Acheter du matériel, aujourd'hui, la Chine peut fournir du matériel de laboratoire. Il est possible de créer des laboratoires et de commencer avec des petits montants à bâtir quelque chose de solide, avec des personnes solides, à former des personnes sur place avec les connaissances que certains ont acquis ici. C'est ce que beaucoup de pays ont fait. Ils ont envoyé leur diaspora étudier. Une fois que c'était fini, ils revenaient pour construire le pays. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant que diaspora africaine, de faire de même? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant que diaspora africaine, de se dire, tiens, eux font des médicaments qui sont mauvais pour mon frère, mais telle personne que je connais sait faire des médicaments. Telle personne que je connais s'y connaît en biologie, et on peut commencer maintenant à créer nous-mêmes des produits. On a quand même des capacités. Et si on n'y arrive pas, c'est que ou bien on est bête, ou bien on n'a pas les finances, ou bien on n'a pas la volonté. Ouais.
Et il faudra répondre à cette. Je vais prendre des commentaires. Il faudra répondre à ça, je pense. Absolument, nous dit Maudit. D'accord, créons nos propres entreprises où le docteur Raoul sera safe pour y travailler. Ah non, le docteur, pardon. Vous voyez comme j'ai lu le docteur Raoul au lieu du docteur. Tellement je pense au docteur Raoul. Franchement, le docteur Raoul qui est génial d'ailleurs par rapport à ce qu'il fait, mais il est aussi génial parce qu'à un moment donné, les Français ont décidé ils ont compris la cohérence de ses propos et ils ont décidé de lui donner le podium. Donc c'est aussi à nous, à un moment donné, quand on a un médecin, on a un chercheur dont les propos sont consistants, au lieu d'être derrière les gens justement corrompus, tout ça, qui ne vont rien faire pour nous, même au lieu de passer notre temps à insulter ou à les recadrer, pourquoi est-ce on va pas soutenir les gens qui nous soutiennent? Ça serait quand même intéressant. Et Maudit nous dit aussi, absolument d'accord, créons nos propres... Oh, pardon, ça j'ai lu. Joy Ita nous dit, Bill Gates est derrière, pas mal avec sa fondation-là. Donc, ce que voudra, il obtiendra dès lors où il finance tous ces groupes. Voilà, c'est ça aussi le problème. C'est le problème de très, très gros sous. Et effectivement, on s'est demandé pourquoi est-ce que si l'artémisia soigne, l'artémisia tel que proposé par le docteur Jérôme Mouniangui, soigne, mais c'est moins cher en fait. Il y en a beaucoup trop. C'est trop accessible. Bill Gates préfère nous proposer des vaccins et il parle tout le temps. Il est tout le temps en train de parler de vaccins. Non, Bill Gates ne propose pas de vaccin. Bill Gates ne vient pas de vacciner. Je suis désolé de dire ça. Ah oui? Avec la Fondation Gates, ils font ça tout le temps? Attends, excuse-moi. Et ça, je vais mettre aussi un documentaire. Il faut que les gens sachent, c'est que j'ai tendance à dire des choses qui peuvent être choquantes. Mais j'ai pour habitude de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. Et si je donne une information, je vais vous laisser vérifier d'où elle vient. Ça y est, j'ai déjà envie de le tuer. Bill Gates lui-même, d'accord? Bill Gates lui-même, il a déclaré dans une interview CNN que la première raison pour laquelle il avait créé la fondation Bill Gates, c'était pour contrôler la population mondiale. C'était pour combattre le fléau que représente la surpopulation mondiale. D'accord? Et à côté de ça, ce même Bill Gates vous dit, on vient vous vacciner, mais il stérilise des femmes. Pourquoi il stérilise? Parce que quand je stérilise des femmes, elles ne savent plus avoir les 2, 3 enfants qu'elles auraient pu avoir. D'accord? Donc, je combats la surpopulation mondiale. Okay. Quand ils vont en Inde et que là-bas, ils tuent des enfants, que, bizarrement, c'est souvent des filles qu'on tue. Pourquoi est-ce qu'on tue les filles? C'est elles qui sont porteuses. Tu peux faire tout ce que tu veux avec les hommes s'ils ne peuvent pas se reproduire d'abord. Tu vas quoi ça, un noyau familial? Pourquoi? Parce que souvent en Afrique, on épouse une femme et si la femme ne peut pas te donner d'enfants, les femmes commencent à dire qu'il y a un problème. D'accord? Et on cherche à te recaser avec quelqu'un d'autre. Maintenant, si de la plupart des cas de ces filles qui passent entre les mains de l'OMS, elles se retrouvent stérilisées, ou bien elles sont mortes, ou bien elles sont stérilisées, ou bien elles se retrouvent handicapées. Qu'est-ce qui te fait pas dire que là aussi, c'est une façon de déstabiliser non seulement la société africaine, mais le noyau familial africain aussi? Ça aussi, c'est très possible. Et c'est à Bill Gates qu'on va faire confiance. Moi, je ne lui fais pas confiance. C'est un voleur, c'est un assassin, c'est un menteur. Moi, je ne lui fais pas confiance. Monsieur a parlé. Il aime pas quand je dis monsieur a parlé, mais dès qu'il dit des choses... Ma chère, t'étais mariée. Pour le meilleur ou pour le pire. Tout ça arrive. Donc, Maudit nous dit, on sera des imbéciles si on laisse faire. Première action, sauvons chacun nos familles en leur disant de ne pas se faire vacciner. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi. Merci, Maudit, d'avoir dit ça. Voilà. Première action. D'où que vous nous regardiez, peu importe le moment où vous voyez cette vidéo, dites à votre famille, on ne se fait pas vacciner à l'école comme ça. Oh, non, sans être prévenu. Non. On ne fait pas à vos enfants, à n'importe qui. On ne peut pas te faire vacciner. Tu cours, tu cries, tu pars en courant, tu fais ce que tu veux, mais on ne peut pas te vacciner. On a tous vu 1000 vidéos de guerre, s'il vous plaît. On fait aussi un peu de prévention, que si chacun passe le mot, déjà là, au nombre que nous sommes, qui est très faible pour accueillir le docteur, je le répète encore, au nombre que nous sommes, ça sera déjà pas mal. Non, je rigole, le nombre, c'est la qualité. Ça restera de toute façon. Mais je vais prendre des commentaires parce qu'on est un peu en retard sur les commentaires. Lina Moni. Non, toi, tu Lina Maudit nous dit Pharmakina n'a plus de licence pour fabriquer la chloroquine, ni plus des lustres. Oui, il n'a plus de licence, mais on n'a pas, on n'a pas essayé une licence, ça se renouvelle. Il faut absolument la renouveler. Je comprends pas qu'ils ne renouvellent pas absolument et dans les meilleurs des délais. Comment on peut faire, Lina Moni, je sais que tu es à Kinshasa, que tu nous regardes, mais comment elle a plus de licence, mais elle sait fabriquer de la chloroquine, toujours est-il. Donc ça aussi c'est une question. Il y a une chose que moi dit, et c'est le point 4 de son commentaire, elle dit Bill Gates, c'est la traçabilité des patients avec la nanopuce qui sera dans le vaccin pour contrôler les naissances, c'est notre pire ennemi. Je dis Sarkozy, mais c'est Macron que je pense, mais c'est la même chose. Macron a dit nous sommes en guerre.
quand on est en guerre, on essaie d'identifier son ennemi. Donc, quand on a identifié son ennemi, si on sait pertinemment que Bill Gates est totalement un ennemi de l'Afrique, c'est le cas. Bill Gates est un ennemi de l'Afrique. Pourquoi est-ce que nous, Africains, on se dit pas, on ne peut pas continuer à donner des munitions ou bien l'argent pour acheter des munitions à notre ennemi? Parce que Bill Gates finance l'OMS avec l'argent que nous, on lui donne. Ouais. Comment est-ce qu'on lui donne cet argent-là? En achetant des produits Microsoft, en achetant des produits Windows, en achetant des consoles qui sont anciennes, ce qui permet de générer un capital qui fait de lui la personne la plus riche, alors que cet argent sort de notre poche. Ce qui veut dire que cet argent-là, si on l'avait rassemblé nous-mêmes, on pourrait faire autre chose avec. Tout à fait. Et pour ça, je vous propose même de reprendre le live de hier parce qu'on en a vraiment parlé en long et en large. Je suis désolée de vous dire, mais il faut vraiment... Modi vient de dire qu'on vient de renouveler en express. Ah voilà, on vient de renouveler. Donc on vient de renouveler en express la licence de la Pharmakina. Voilà, encore faut-il voir qu'est-ce qui va se passer. Tanjep nous dit, on revient à l'indépendance économique et même au leadership économique évoqué hier. Malheureusement, l'Afrique continue de jouer au serpent qui se mord la queue. Sans autonomie politique, on ne peut pas avoir la tête qui mettra en place une politique économique de santé. Donc, la santé est liée à l'économie et à la politique. Ces deux derniers points qui nous font encore si mal dans notre processus d'autonomie, but I can keep hope. But I can still keep hope, nous dit Tanjep Fanjep. Voilà, c'est l'indépendance, c'est l'indépendance. Je vois que Grace nous a rejoint. Bonsoir Grace. Voilà, c'est d'indépendance économique dont il s'agit, c'est d'indépendance économique parce que c'est la seule chose qui pèse en fait. Si on comprend bien pourquoi on est dans tout ce problème, c'est parce que d'une part, nos chefs d'État n'ont pas compris qu'ils étaient en fait ceux qui sont riches, c'est eux, et donc eux ils recherchent l'argent chez d'autres industries, dans d'autres organismes, etc. Donc ils deviennent corrompus à cause de ça. Mais si on était indépendant financièrement, nous le peuple, peut-être nous les Africains, hors des dirigeants, est-ce qu'on pourrait changer la donne? Est-ce que vous pensez que notre indépendance financière pourrait changer? Oui. On serait beaucoup plus respectés, oui, etc., etc. Je vais réessayer le docteur, malgré tout. Ça, pendant ça, mais... En parlant d'indépendance, tu as dit une chose par rapport à est-ce que si on comptait hors gouvernement, on pourrait faire quelque chose. La plupart des gouvernements s'enrichissent parce qu'ils achètent de l'or. L'or prend en valeur. Le peuple, aujourd'hui, est en mesure d'acheter de l'or. J'ai lu un article qui expliquait comment c'était possible de le faire à partir des très 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 petites sommes. Je partagerai avec vous dans le groupe WhatsApp qui a été créé justement pour essayer d'échanger un peu sur ce qui pouvait être fait. Et je pense qu'un peuple qui commence à posséder lui-même son or, et un peuple qui peut maintenant commencer, le problème ce serait les banques, et un peuple qui peut commencer à mettre son or en banque garantit la valeur de l'économie de ce pays-là. Donc ça veut dire que sans compter sur les politiques, nous, peuple, on peut commencer à appuyer et devenir la vraie force d'un pays. Parce qu'au bout du compte, la vraie force du pays, c'est le peuple, c'est pas les politiques. Donc je pense que si le peuple lui-même commençait à acheter ses matières premières, que tout le monde est en train de poursuivre, si les trafiquants de ces matières premières-là étaient suffisamment intelligents, ils se diraient, on vend au prix, on est en train de vendre pour le moment au prix bas, si on les conserve un petit moment, on pourrait éventuellement les vendre au plus cher. Et pas seulement les vendre au plus cher, on pourrait maintenant commencer à le faire de manière légale. Arrêter de tuer nos frères, arrêter de se cacher chaque fois qu'on fait une transaction parce qu'on ne peut pas vraiment profiter de cet argent-là. Donc nous-mêmes, nous devons commencer à devenir titulaires des ressources de notre sol. Voilà. Je reprends encore Joy Ital qui dit tout à fait d'accord, ces points sont liés, mais je vais tu as déjà lu celui de Maudit. On a Joy dit grave, pas du tout confiance en lui, donc mais les négros kiffent s'afficher avec. Voilà, ça c'est un problème. Je sais pas qu'est-ce qu'on doit apprendre encore. Non. Elle a dit les négros. Donc, ouais. Les négros. Nous, on n'est pas des négros, voilà, d'accord. Je considère comme négro toute personne qui est soumise à une autre culture, qui est soumise à un autre peuple et qui regarde d'abord l'intérêt d'un autre peuple avant le sien. Comme les esclaves le faisaient, comme les négros le faisaient. Donc, pas un. J'espère ne pas en avoir épousé une. Du moins, je sais que j'en ai pas épousé une. Mes enfants ne grandissent pas pour en être un. Donc, les négros, justement, sont ces personnes qui posent problème à l'Afrique. Voilà. Donc, je continue. Oui, voilà, Nico et Mob, meilleur beau-frère à partir de ce soir. Nico est ton meilleur beau-frère à partir de ce soir? Ok. Tanjep Fanjep nous dit, Tanjep Fanjep. J'espère que je dis ça bien. Bill Gates and Co. Compagnie, voilà. C'est, là aussi, nous ne pouvons
nous ne parvenons à relayer à nos petits niveaux jusqu'au plus haut sommet des sensibilisations pour décrédibiliser l'image de ces grands noms qui ont aujourd'hui des marques mondiales, peut-être parviendrons-nous à créer la peur. Oui, il faut alerter l'Afrique jusqu'au plus loin village. Bill Gates est un danger pour l'Afrique. Voilà. Bill Gates est un danger pour l'Afrique, mais Bill Gates a beaucoup d'argent aussi. Bill Gates il n'a pas plus d'argent que l'Afrique. C'est ça qu'on voilà. va garder en tête. Il n'a pas plus il a d'argent pas que l'Afrique. plus. Et si bon, il faut bien savoir qu'il a arrêté, il a quitté Non, Microsoft. Il a prétendu. Il a quitté Microsoft le 14 mars. Bon, je peux dire? Il a quitté Microsoft le 14 mars. On va s'embrouiller, vous allez voir, on va s'embrouiller. Dis le terme. On va s'embrouiller aujourd'hui. Il a quitté Microsoft le 14 mars pour se consacrer à la philanthropie. Vous imaginez bien maintenant qu'il a encore plus de temps. Il a se consacré à la philanthropie en Afrique. Il va vraiment bien s'occuper de nous. Donc, dites à vos frères et sœurs, le plus loin possible du village. On ne fait pas de vaccin hors du cadre de là où on se fait vacciner. C'est-à-dire quand tes parents t'emmènent et ils disent, oui, on va aller faire un vaccin. Et les parents, vérifiez, c'est pas pour $20. Vous risquez de vous retrouver avec un enfant handicapé. Le docteur Jérôme Mouniangui nous a bien dit en 2015, quand on a commencé les tests sur les 16 000 enfants, plusieurs sont décédés et essentiellement des filles. Pourquoi est-ce que seulement des filles? Qu'est-ce qui se passe avec les essais de vaccins quand ce sont des filles qui meurent? Et au-delà de ça, méningite, malaria cérébrale, non mais tout ça à cause du vaccin, des essais. Et puisqu'ils sont faits sans consentement, ce qui se trouve, c'est que les familles ne peuvent pas se retourner contre ces firmes pharmaceutiques. Et puisqu'elles savent qu'on va pas se retourner, il y a de l'ignorance, il y a un manque de connaissances, qu'est-ce qu'elles font? Elles doublent le nombre. On passe non, mais elles doublent même pas. Elles redemandent encore plus. On passe de 16 000 essais à 720 000 essais. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Il faut le savoir. Tu demandais pourquoi spécialement les filles. Il y a un truc, en fait, dans la mafia italienne. Précisément la mafia sicilienne. Ah, il est là. Le docteur est là. Le docteur est là. Voilà, donc il faut partager, hein, partager. Si je viens et que je tue une personne, je m'assure qu'il n'aura pas d'enfant qui va venir pour une vengeance. Voilà. Bonsoir, docteur. Dites-moi si vous entendez, hein. D'abord, on a je tenais vraiment à le dire, je ne le cautionne pas. Bonsoir, docteur. Je pense que j'entends un son derrière. J'entends, c'est fort. Voilà. Ok, d'accord. Allô? Je vous entends plus? Oui, on est en train de désactiver la conversation de l'autre côté. Donc, on empêche les gens d'avoir ce qu'il faut pour venir se battre après. Peu importe à quel point moi je suis fort. D'accord? Il y a un moment où je vieillis. Quand j'ai vieilli, je ne peux plus aller en guerre. Si, pendant que je vieillissais, je n'ai pas déjà préparé la suite, je n'ai pas préparé une armée qui va encore pouvoir aller en guerre, il est évident que mon adversaire peut prendre avantage sur moi. Et c'est attendez, un petit instant, excusez-moi, on a coupé. Bonsoir, docteur. D'accord, on appelle. Okay. Désolé. Il n'y a aucun problème. Dites-moi juste, permettez juste que je demande, est-ce que vous vous entendez, s'il vous plaît, ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez correctement le docteur Jérôme Mouniangui qui est avec nous en ligne? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez, si vous entendez Si vous entendez la sonnerie correctement, si vous entendez. Voilà, si vous entendez correctement, alors on peut continuer et je peux me permettre de commencer à l'interviewer. J'attends. Je viens de lire le commentaire de Fenjeb. Je vais te laisser le lire et je le rejoins là-dessus. Ouais. Ah, bah elle a dit oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo parce que ça entraîne des perturbations et recommencer comme ça. Donc, lis le truc. L'économie ne peut pas être imposée au peuple, tout est lié, se concentrer sur l'économie et négliger un autre aspect serait enfin. Voilà. Donc, docteur Jérôme Mouniangui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien, madame. Voilà. Est-ce que vous, là-bas, vous entendez le docteur Jérôme Mouniangui qui est avec nous? Merci beaucoup d'avoir, ils ont dit qu'ils entendent. Merci beaucoup d'avoir rejoint live. On est avec plusieurs personnes. J'ai déjà eu l'occasion en long et en large de vous présenter, de parler de vous et de ce que vous faites. Peut-être que vous allez nous dire avant qu'on commence aux questions posées.
À moi, si j'ai quelque chose à dire. Oui, donc voilà, on est plusieurs personnes. Ici, on fait une petite table Ok. ronde, hein, comme je vous ai expliqué. Ok. Et donc, je vais prendre par exemple. Poser des questions sur la situation actuelle Oui, de ce qui est fait en Afrique. voilà. Qu'est-ce qui est fait actuellement par rapport au vaccin? Est-ce qu'ils peuvent faire confiance à ça et les yeux fermés en sachant qu'il y a quelqu'un qui surveille tout ce qui se fait pour eux et que du coup, on s'alarme pour rien quand on parle d'éviter le vaccin, ou est-ce qu'il y a des raisons concrètes et réelles de vraiment s'inquiéter? Oui, voilà. Ça, c'est une bonne question. Donc, si je comprends bien, parce que ça se faisait un peu loin, c'est question de vaccins sur le continent africain. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les essais de vaccins? On a vu que vous avez lancé une pétition. Est-ce qu'on peut faire confiance? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, les dossiers de vaccination devaient d'abord être très, très clairs hein, sur la vaccination ou les essais cliniques sur le continent africain. Oui. Les gens doivent d'abord comprendre que l'Afrique, c'est un continent qui attire beaucoup d'essais cliniques maintenant. Donc, beaucoup de firmes pharmaceutiques, de tous les géants pharmaceutiques, regroupés parce qu'on les appelle les big pharma, donc c'est tourné vers le continent africain pour multiples raisons. Oui. Je peux peut-être inspirer une ou deux raisons. Premièrement, parce que en Afrique, c'est là où on trouve beaucoup la main-d'œuvre qui n'est pas vraiment chère. Elle est moins chère, donc la main-d'œuvre en Afrique elle est moins chère par rapport aux essais cliniques sur d'autres continents. Deuxièmement, en Afrique, vous allez trouver des législations qui sont lâches, donc les réglementations qui sont lâches et ne sont pas rigoureuses. Oui. Et vous allez aussi avoir de malades rapides à recruter, mais qui ne coûtent pas cher. Oui. Donc, et puis aussi, les grands problèmes, c'est surtout au niveau de suivi après l'essai clinique. D'accord. Et qu'il faut avoir un suivi après. Alors, sur les essais cliniques, ce qui se passe sur le continent africain, il n'y a pas un suivi. Même s'il y a des effets secondaires graves qui surviennent après ou au cours de ces vaccins, vous ne serez pas vraiment suivi et vous n'aurez pas une prise en charge adéquate, contrairement aux essais cliniques qui se passent sur le continent européen. Vous devez assurer, la personne qui fait les essais cliniques doit assurer la prise en charge pendant un long moment de la personne qui a été utilisée comme cobaye. Là, on parle très bien. Ce sont les cobayes humains. Donc, voilà un peu les raisons qui font à ce que les gens aujourd'hui, les multinationales, se tournent vers le continent africain. Et c'est là où il y a aussi une corruption qui gangrène les ministères de santé, les gens qui devaient sur la santé des populations, mais c'est ceux qui sont en train de monnayer la santé des Africains. Donc, et les firmes pharmaceutiques, comme ce sont les gens qui veulent, ils font des business, ils aiment faire de l'argent, là où des prestations ou des œuvres qui coûtent très cher, et c'est africain. Donc, ce sont les multinationales qui cherchent l'argent et pas l'intérêt sanitaire de qui que ce soit. Tout à fait. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que l'OMS n'est pas supposé justement faire les vérifications et faire le suivi de tout ceci? Est-ce que l'OMS, avant que les vaccins n'arrivent en Afrique, n'est pas supposé donner son accord, donner son aval et nous garantir que ces vaccins-là sont sans danger? Mais là, cette question, aujourd'hui, l'OMS a été créée, c'est une ONG, c'est une association de plusieurs États qui ont consenti et qui ont adhéré à cela. Donc, ça fait partie des agences des Nations Unies. Oui. Alors, donc, normalement, au départ, comme toute agence des Nations Unies, elle devait être financée par les États, les contributions de membres adhérents. Il y a des moments maintenant, depuis vers les années 70, qu'elle ne reçoit plus d'argent, peut-être elle reçoit peu d'argent, des contributions de ces membres. Par exemple, les États africains contribuent peu au budget de l'OMS. Ce qui fait qu'elle était indépendante au départ, aujourd'hui elle devient dépendante. Et vous avez avènement maintenant des géants pharmaceutiques qui contrôlent cette organisation.
l'OMS n'est plus indépendante parce qu'on dit toujours la main qui va te donner, c'est cette main-là qui va diriger, qui te donne des ordres. Les bailleurs qui viennent investir parce qu'ils ont des indices, ainsi de suite, beaucoup de gens sont intéressés dans le domaine de la santé à investir dans la santé. Mais on n'investit pas, ils investissent dans les maladies parce que personne n'investit sur la santé. Si on investait sur la santé, on aurait déjà avoir des gens en bonne santé. Mais les gens investissent sur, Tout à fait. sur les maladies. C'est les maladies qui donnent de l'argent. La santé ne donne pas de l'argent. La santé d'une personne ne donne pas de l'argent. Tu es en bonne santé, qu'est-ce que tu vas aller faire chez le médecin? Tu vas aller faire quoi chez le pharmacien? Non. Alors aujourd'hui, il y a maintenant le système de maladies et il faut, voilà, c'est que les gens qui font maintenant et qui pensent à des théories conspirationnistes ou complotistes qui disent, voilà, et ce sont les gens qui gardent et qui pérennisent les maladies comme on peut ou qui font de maladies, qui créent des maladies afin qu'on puisse vendre et commercialiser leurs médicaments. Donc, l'OMS n'est plus indépendante, n'est plus une ONG, une association indépendante. Elle dépend aujourd'hui en majorité des subventions des grandes multinationales, comme des grandes fondations, comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui a pris le contrôle, par exemple, dans le domaine de la vaccination. Parce que tout ce qui est vaccination à l'OMS, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Voilà. Donc, j'espère que vous nous entendez bien. Vous entendez bien le docteur. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez pas ce qu'il dit. S'il y a la moindre question aussi, de la poser en direct. Docteur, il y a aussi une question que je voulais vous demander. Donc, par rapport à ça, donc, on a tous été témoins de cette scène qui s'est passée, de ces docteurs ou médecins ou enfin, qu'importe ce qu'ils étaient, en tout cas en train de discuter. On s'est indigné. Ensuite, on a entendu que certains pays en Afrique avaient déjà signé pour pouvoir faire les essais de vaccins sur leur territoire. Comment est-ce qu'on a vu que vous avez créé une pétition sur change.org que je conseille à tout le monde d'aller vraiment signer, c'est très important, et de partager, c'est très très important. Maintenant, nous, au-delà de l'indignation, ce qu'on voulait savoir, c'est que concrètement, parce que ça fait des années qu'on s'indigne, et comme vous l'avez bien dit, vous êtes sans doute aussi la preuve par rapport à votre parcours que c'est pas d'aujourd'hui que ces essais ont commencé. Mais comment est-ce qu'alors, au-delà, comment est-ce qu'on peut outrepasser l'indignation pour arriver à des choses qui sont beaucoup plus concrètes, pour arriver à une action concrète avec ce que vous, peut-être en étant derrière ce que vous avez comme action avec change.org, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci vraiment pour cette question, madame. Les gens doivent comprendre, et tous les auditeurs qui nous suivent, les gens qui sont en train de nous suivre, doivent comprendre que nous sommes face à des problèmes qui sont sérieux sur le continent africain et ces problèmes demandent l'implication de tout le monde. Oui. Les cliniques. Oui. On vous a pas entendu, un petit instant. On n'a pas entendu ce que vous avez dit. J'ai dit ici, par rapport aux essais cliniques sur les médicaments et les vaccins, et on parle beaucoup plus des essais sur le vaccin, ce sont les multinationales qui donnent les ordres. Regardez la gestion du Covid-19 en Afrique. Les présidents africains et les ministres de santé africains ont bien dit que nous n'avons pas d'argent. Il faut que les bailleurs de fonds, les pays des G20, puissent nous donner de l'argent. Vous avez suivi récemment Macron qui a organisé une vidéoconférence avec plusieurs présidents africains. Et après, il est rappelé donner de l'argent. Il avait donné de l'argent. Donc, des pays comme ça, qui ne sont pas vraiment indépendants dans leur façon de gérer leur population, doivent nécessairement dépendre des autres. C'est ainsi qu'il y a des grandes puissances comme la France, les États-Unis, la Chine proposent des solutions sur des vaccins et ces vaccins qui doivent être testés sur la population africaine. Et c'est le Fonds mondial finance, et le Fonds mondial, par exemple, a financé plusieurs ministères en Afrique, mais le Fonds mondial donne des orientations. Vous devez faire quoi? On vous donne ici l'argent, vous avez par exemple 40 millions, mais ces 40 millions, vous allez faire un essai d'un médicament que nous allons vous donner. Et vous nous donnez les résultats. Ces ministères, en fait, les gouvernements africains ne se financent pas eux-mêmes. Ils sont obligés d'accepter
ce qu'on les propose. Par rapport à la pétition, et je demanderai vraiment aux gens qui nous suivent de nous aider avec leur signature. Il s'agit bien ici d'un essai clinique qui s'est déroulé sur le continent africain de 2015 en 2016 jusqu'en 2016. Les vaccins ici s'appellent les vaccins antipallidiques de la société GSK. Alors, ces vaccins-là, après plusieurs analyses de publication de premiers résultats, ces vaccins présentent des sérieux problèmes. Premièrement, c'est la violation du protocole éthique. Dans les déclarations, il y a qu'après, pour les essais cliniques, il y a ce qu'on appelle les déclarations d'Helsinki. Donc, vous avez l'ensemble des règles qui régissent le déroulement des essais cliniques sur les humains. Donc on doit garantir les droits de gens qui viennent participer volontairement. Donc, ce qu'on a dit, les gens doivent consentir volontairement. Alors, le protocole qui a été proposé ici, une fois de plus, la violation, la fondation Bill et Melinda Gates, qui patronne ces essais cliniques sur le continent africain, a demandé à l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé qui impose ces vaccins aux pays africains, comme quoi c'est un vaccin obligatoire ou un vaccin de routine, alors que c'est un essai clinique. Cette violation du protocole clinique, ça veut dire la population qui vient ici, ces mamans-là, parce qu'il y a les premiers enfants recrutés étaient, donc le premier lot des recrutements, c'était à 16 000 enfants africains qui ont été pris comme des cobayes, sans que ces enfants consentissent volontairement pour participer à ces essais cliniques. Donc, on les vaccinait, mais beaucoup ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de recevoir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les effets secondaires indésirables, graves et très graves même, sont apparus quelques temps après, lorsqu'on compare à des groupes des enfants qui n'ont pas reçu le même vaccin. Et le premier constat ici des effets secondaires, c'est les taux élevés des morts. Donc, on appelle ça les taux de mortalité. Donc, les enfants qui décèdent après avoir reçu ces vaccins. Vous avez 150 enfants africains 150 enfants africains qui sont morts pendant le titre. Sur les 16 000 enfants vaccinés. Oui, sur les 16 000 enfants vaccinés. 150 sont décédés tout de suite. Donc, après la vaccination. Vous avez... Tout de suite, donc, sont décédés sur le coup, donc juste après qu'on les ait vaccinés? Oui, quelques jours après, parce que qu'est-ce qui se passe? Ici, dans ces vaccins-là, l'OMS et plutôt les fabricants ici, ça s'appelle GSK. GSK a mis une souche plus virulente, une forte souche. Donc, on donne aux enfants une forte dose de malaria, du plasmodium. Donc, ce qui fait que beaucoup d'enfants ne résistent pas. Ils vont faire des crises, la fièvre, ils entrent en convulsion et ils décèdent directement sous un tableau, par exemple, de coma, ainsi de suite. Parce que c'est un agent pathogène très virulent qu'on leur donne dans ce vaccin-là. Ça n'a pas été atténué. La souche, elle est beaucoup plus virulente. Parce que il faut savoir ici, c'est le premier vaccin de la malaria dans le monde. Donc, les gens ont mis beaucoup de doutes. C'est depuis des années qu'on émet beaucoup de doutes sur ces vaccins, sur son efficacité, surtout sur sa dangerosité. Ce qui fait que les enfants sont prêts à avoir été vaccinés. Un autre effet secondaire très grave, c'est les cas de méningite qui sont apparus quelques mois après la vaccination. Donc, vous avez plus d'enfants qui ont été vaccinés et qui ont présenté des cas de méningite. Et vous savez que les complications de méningite entrent beaucoup plus dans les paralysies flasques. Donc, les enfants deviennent invalides toute leur vie. Ça peut être les mains qui sont touchées, ça peut être les bras qui ont été touchés. Et ces enfants resteront invalides toute leur vie. Ils ne feront rien. Les effets qui apparaissent, c'est toujours dans les effets neurologiques. Vous avez ce qu'on appelle le syndrome de hochement de tête. Donc, vous allez remarquer en Afrique, il y a des gens qui vont secouer la tête plusieurs fois, ainsi de suite, un enfant qui parle en train de secouer la tête. Ce sont les effets graves de la vaccination. Les effets graves de la vaccination.
Autre forme très grave, comme je vous ai dit qu'ici, dans les vaccins, là, ça se trouve l'agent pathogène, donc le Plasmodium falciparum, qui est dangereux. Donc, dans ces vaccins-là, les enfants font rapidement la malaria cérébrale. Et vous savez que chez nous, en médecine, tout ce qui touche au cerveau, nous attendons toujours à des séquelles qui sont graves. Beaucoup de gens qui sont touchés, atteints, les personnes atteintes par des maladies neurologiques souffrent vraiment des problèmes graves toute leur vie. Ils ont des séquelles parce que si ça touche une zone du cerveau qui contrôle telle ou telle fonction du corps, vous perdez directement cette fonction-là. Il n'y a pas de génération pour les cellules du cerveau. Donc, c'est pourquoi on privilégie beaucoup plus le cerveau, parce que si une partie est touchée, vous n'avez pas l'occasion, comme ça touche la peau, vous allez faire la cicatrisation. Il n'y a pas de cicatrisation dans les cellules du cerveau. Donc, ces enfants-là vont présenter des séquelles graves toute leur vie après avoir reçu la vaccination. Alors, ensemble maintenant, de tout cela, nous ont poussé à adresser nos questions. Premièrement, nous les avons adressées à l'OMS qui conduit ses recherches sur le continent africain pour demander à l'OMS des explications. Pourquoi ces effets sont arrivés? Est-ce que tu peux nous expliquer? L'OMS nous avait répondu comme quoi oui, c'est arrivé, mais il y a pas, c'est un fait d'hasard. Sur 150 personnes. C'est ça les termes qui ont été utilisés. C'est un fait d'hasard, ce n'est pas lié au vaccin. Nous disons c'est faux. Si c'est un fait d'hasard, comparé à d'autres groupes, pourquoi les hasards là s'est manifesté seulement dans les groupes d'enfants qui ont été vaccinés? Donc, l'OMS a répondu comme ça, nous n'étions pas convaincus, nous n'étions même pas contents, parce que l'OMS et Gavi, la Fondation Melinda et Bill et Melinda Gates sont en train de jouer avec les enfants de gens sur le continent africain. Mais quand vous regardez un seul enfant ici en France, vous vous souvenez d'un essai clinique, un seul enfant en français qui est décédé, l'essai clinique a été arrêté et cette société est tombée en faillite après parce que personne n'a voulu commercialiser ces vaccins. Mais les enfants africains meurent chaque jour sacrifiés à l'autel. Moi, je suis désolé pour des termes un peu trop activistes qui ne sont pas trop scientifiques, mais moi, pour nous pensons que ces enfants-là sont sacrifiés à l'autel de la recherche scientifique comme les victimes expiatoires, comme on sacrifiait les animaux à l'époque des offrandes qu'on donnait à Dieu. Les enfants africains sont les offrandes qu'on donne à Bill Gates et à la Fondation Gates et à l'industrie pharmaceutique. Donc nous élevons les enfants, ces enfants-là qui deviennent de brebis, les offrandes pour les vaccins ou d'autres médicaments qu'on va sur nos enfants sur le continent. C'est ensemble de ces questions, les réponses de l'OMS qui ne sont pas convaincantes, que nous avons maintenant adressé une pétition pour sensibiliser la population africaine sur la dangerosité de tout ce qu'on appelle essais cliniques, dangerosité de tout ce qu'on appelle les vaccins. Nous ne sommes pas des mouvements anti-vaccins, nous voulons juste que la justice se soit faite. Que si un enfant décède, il faut qu'on reconnaisse un humain décédé. Si nous sommes tous créés à l'image de Dieu, un enfant qui décède, c'est un être qu'on vient de perdre sur le continent. On ne sait pas la mission que Dieu lui a donnée, lui avait confiée sur les continents, et pourquoi pas sur le monde. Si nous tous, par exemple, moi, si j'étais vacciné à cette époque et je mourrais, et alors que cette petite mission que je suis en train de faire aujourd'hui pour le continent africain, la même chose, ces enfants-là qui viennent de décéder, ils ont droit, en tant que tous les autres enfants du monde, de vivre paisiblement avec à leur pauvreté sur le continent africain. C'est pourquoi nous avions lancé la pétition avec des professeurs, d'autres professeurs d'université, et la pétition continue et nous demanderons vraiment aux gens de nous aider, que la justice faite cette fois-ci, que la communauté africaine exige de compte à l'OMS, que l'OMS nous réponde et surtout que l'OMS indemnise nos victimes, ces enfants-là. Voilà, on a une petite question, mais je reviendrai sur ce qu'on peut faire vraiment. Donc, ce qu'on peut faire, je précise, s'il vous plaît, signez la pétition. Je l'ai postée sur mon mur. J'ai dit j'ai signé. C'est une pétition qui demande la transparence. Je crois intitulée, mais vous la trouverez. Signez-la, signons-la tous ensemble. C'est hyper important. Partageons-la.
c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Je pense qu'on a tous la chair de poule avec ce qu'on entend. Donc, il faut qu'on réagisse. Si la simple petite réaction là qu'on demande à tous ces gens qui sont en ligne, à tout le monde qui est en ligne, c'est vraiment de signer la pétition et de faire en sorte qu'on soit le maximum de personnes qui signent cette pétition, de faire en sorte de faire comprendre à Bill Gates qu'il ne sait pas qu'on est là, mais on est là. Voilà. Il y a une question qui est posée ici par une des personnes participant à cette table ronde, et c'est Uchu Kemet qui pose la question qui, je pense, tracasse un peu beaucoup de parents. La question est la suivante, c'est allons-nous réellement réussir à éviter ce vaccin? Car au mois de septembre, à la rentrée des enfants, la psychose déjà semée par ce virus, et si on disait que pour la sécurité de nos enfants, ils doivent se faire vacciner avant d'accéder à l'école, que faire? Mais d'abord, ouais. Vous avez entendu? Ouais, vous dites par rapport à la sécurité de nos enfants oui, qui doivent être dans le sens où la question qui nous est posée ici, c'est par rapport à l'école. Quand nos enfants vont à l'école, ils se font vacciner à l'école. Des fois, à notre insu, on n'est même pas prévenu que tiens, tel jour, votre enfant va se faire vacciner pour telle ou telle autre raison. En admettant qu'avec tout ce qu'on a connu maintenant avec la crise du Covid-19, on parle déjà d'un vaccin. Un vaccin qui va être testé en Afrique, et sûrement que ça va passer par le biais des écoles, comme ça a été fait avant avec d'autres vaccins. Mais maintenant, comment est-ce que les parents africains peuvent éviter justement que leur enfant tombe dans ce piège-là? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Et parmi ces questions-là, c'est que les préoccupations des Africains, et parce que nous avons demandé à l'OMS, vous êtes en train de rendre un mauvais service aux enfants africains. Vous êtes en train de rendre un mauvais service aux campagnes de vaccination qui vont venir après sur le continent africain. Parce que les gens ne vont plus croire, en fait, au vaccin. Les gens ne vont plus croire au vaccin. Parce que l'OMS se dit non, c'est même, ils ont demandé au Facebook ou à tous les réseaux sociaux de bloquer les messages qui sont et là on attend toujours le mot vaccin ou qui c'est de suite, pour que les messages ne puissent pas passer. C'est pas comme ça. C'est dans la transparence que les choses se jouent dans la recherche. Que ces gens-là qui font de la recherche doivent être transparents vis-à-vis de la population. Ils ne sont pas leurs cobayes. Ils ne sont pas leurs cobayes. Ce sont les humains qui ont le droit. Qui ont le droit. Ici, cette question que vous venez de poser, c'était déjà arrivé dans un village au Tchad. Dans un village au Tchad, on vaccine, on va dans une école. On ne sait pas. D'abord, c'était un vaccin qui n'était pas encore mis sur le marché, qui était testé par un groupe de scientifiques qui sont venus sur cette région-là, dans un village qui s'appelle Gao, au Tchad. Ils vont dans les écoles, ils vaccinent les enfants, et après, les effets secondaires sont partagés, les effets secondaires sont très graves. Il fallait, parce que tous les enfants, là, les enfants qui étaient vaccinés ont présenté des paralysies flash, donc ils sont devenus invalides quelques temps après. Il fallait les amener en N'Djamena pour les traiter, ainsi de suite. Et nous assistons en Ouganda à la même chose. En Ouganda, la même chose. Et les enfants sont vaccinés par la force. Et à l'insu des parents. Parce que les parents sont partis au champ. Les activités des parents dans des villages en Afrique qui sont dans les activités champêtres. Et les gens profitent de ce moment-là, toujours la période entre 8h, 9h et jusqu'à midi. Parce que c'est la période où on trouve beaucoup plus d'enfants à l'école. On arrive dans l'école, on se présente. Parce que les enseignants aussi qui sont dans les écoles n'ont pas vraiment des connaissances sur les éthiques. On voit déjà un docteur de la place, par exemple, un médecin qui travaille dans la région. Le directeur de l'école a confiance au médecin, alors que le médecin la bouffe déjà l'argent de ces films pharmaceutiques, ainsi de suite. On vaccine toujours nos enfants comme ça, à notre insu. C'est ça les grands problèmes. Et est-ce que il y a même dans un village au Kano, au Nigeria, et avec l'histoire des Pfizer, qui avait fait la même chose avec les procès, on a eu le procès après, mais qu'est-ce qui se sont passé? Les musulmans n'envoyaient pas en Afrique de l'Ouest, par exemple, quand ils ont compris qu'il y avait aussi des vaccins stérilisants du côté du Kenya, ils ont fait quoi? Ils n'envoyaient plus les enfants à l'école. Ils n'envoyaient plus les filles à l'école, que vous allez être vaccinés là-bas. Et ces filles restent déscolarisées. Nous demandons la transparence à un dialogue. Aujourd'hui, nous, scientifiques africains, population africaine, que ce soit la diaspora, que l'OMS nous explique que l'OMS doit être transparente pour que nous puissions, nous protéger nos enfants et de tous les effets secondaires graves liés à la vaccination, et aussi nous puissions les soigner. Il y a des bons vaccins qui protègent les gens. On n'a pas dit que tous les vaccins sont bons, mais surtout les vaccins qui sont testés,
qui sont testés sur les humains, qui viennent de sortir des laboratoires, de leur formule de laboratoire, ils doivent dire carrément aux gens que, attention, ça c'est un nouveau vaccin, nous sommes en train de les tester, vous avez la chance si vous voulez consentir ou pas. Mais comment ça se fait qu'on teste des vaccins aussi forts que ces tests-là, dans cette envergure-là, ne se passent pas sur le continent européen? Comment ça se fait qu'on peut faire des erreurs telles qui créent une si grande morbidité? On ne peut pas exiger justement d'avoir des rapports de ce qui est utilisé. C'est ça qu'il dit. Just follow the question. Et la question, c'est justement pourquoi est-ce que c'est fait en Afrique et est-ce que nous, nos scientifiques comme vous, par exemple, vous ne pouvez pas exiger d'avoir des rapports justement de ces vaccins-là, d'avoir des rapports des tests qui sont faits. Je pense que vous, en tant que scientifique, étant détaché des organismes tels que l'OMS et tout ça, vous pouvez quand même représenter un capital transparence pour la population. Donc, si les vaccins sont corrects, les médecins qui sont là pour l'intérêt de l'Afrique peuvent très bien aussi faire passer le message, ok, d'accord, on va pour ça. Mais ici, comment est-ce que nous, on peut dire que nos médecins peuvent nous protéger? Qu'est-ce qu'on peut dire que nos médecins doivent faire pour nous protéger, nous? Ouais, ça c'est une très bonne question. C'est ce que nous sommes d'ailleurs en train de faire. Parce que la personne qui va analyser, qui demande la transparence, doit être la transparence face aux essais cliniques, ici le vaccin, doit être indépendante, ou ce sont des scientifiques indépendants. C'est ça qu'on fait dans la procédure normale, dans la recherche scientifique, que ça soit. C'est comme ça dans les dossiers qui nous sommes en train qu'on est en train de faire avec GSK et l'OMS. Il y a un groupe de scientifiques de l'Europe, de l'Afrique, des États-Unis, du Canada, donc de l'Amérique. Nous écrivons, nous demandons la pétition, mais cette pétition va être encore une fois de plus adressée avec des questions. Si l'OMS s'entête toujours ne pas nous répondre, nous faire de la transparence dans ces questions éthiques, nous allons passer seulement à une mobilisation populaire. Et l'OMS sait quand on fait la mobilisation populaire et comment ça peut aboutir sur le continent africain. D'abord, ça sera les boycotts de ces vaccins. Ce n'est pas seulement ces vaccins-là, d'autres vaccins doivent en pâtir parce que personne ne voudra encore vacciner. Parce qu'ils sont en train de suivre. Tous ces gens suivent. Ils ont des familles. Les gens qui sont dans la diaspora ont des familles là-bas. Ils sont informés ici. Ils doivent appeler, non, si vous voyez vaccin, n'amenez jamais l'enfant à la vaccination. Alors peut-être qu'il y avait des bons vaccins qui peuvent protéger nos enfants, mais ils ne seront pas protégés. Faute de l'OMS, la responsabilité de l'OMS, cet organe qui devient aujourd'hui un organe utilisé par les multinationales, pas pour les intérêts des Africains, mais pour les intérêts des multinationales. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Nous demandons la transparence, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et mon projet, le projet que j'ai, c'est de créer ensemble avec des scientifiques, collectifs de scientifiques indépendants africains qui ne dépendent pas vraiment de l'OMS, ou soit même ils peuvent dépendre de l'OMS, mais qui veulent d'abord la transparence, la justice, les droits des malades. D'abord, on nous dit dans le serment d'Hippocrate, c'est l'intérêt du malade que nous devons chercher. D'abord, c'est l'intérêt de notre patient. Alors, nous demandons, nous allons créer, nous sommes en train de, c'est déjà mis en place, mais pour que ça soit vraiment opérationnel, nous, ce que nous voulons, même s'ils mettent des vaccins, nous créons le système de pharmacovigilance. Ça veut dire, nous répartons, là où nous attendons qu'il y ait une campagne de vaccination, nous répartons sur les mêmes endroits, nous aussi, nous enquêtons, nous répertorions les enfants qui ont été vaccinés et nous commençons à faire un suivi régulier de ces enfants. Nous analysons leur sang et nous regardons qu'est-ce qui se passe, quels sont les vaccins qui ont été administrés. Et lorsqu'il y a des effets secondaires graves, c'est ainsi que l'Inde, par exemple, l'Inde a traduit en justice Bill Gates sur 10 000 enfants indiens qui ont été qui ont eu des paralysies flasques après la vaccination de poliomyélite en Inde. Et ils ont traduit Bill Gates en justice. Et ils ont gagné le procès. Permettez. Faire aussi sur le continent africain. Oui, permettez, docteur. Donc, le docteur nous explique ici bien que l'Inde a traduit en justice, voilà, les firmes pharmaceutiques pour 10 000 enfants. Moi, je crois aussi que ceci pourrait leur donner ne plus d'énergie, la force d'aller sur le continent africain pour faire des essais. C'est vraiment de faire en sorte de signer cette pétition pour que le docteur Jérôme Mounyangui puisse avoir de quoi être consistant devant l'OMS, qu'il sache qu'il y a des gens qui sont derrière, qui ont des familles qui vont les regarder, qui vont les surveiller de près, qui vont pas les lâcher. Il faut absolument que nous aussi on parvienne à faire comme l'Inde. On porte plainte, on remporte et on verra comment est-ce ils hésiteront à 2 fois avant d'aller faire des choses aussi scandaleuses quand même. Enfin, je veux dire, c'est un scandale
Pour qu'un vaccin tue autant de gens, c'est qu'on n'est plus dans le domaine de l'essai. Il aurait fallu quand même... comment ça se fait? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Nous ne sommes plus dans un domaine de l'essai, là. Nous sommes vraiment dans un film d'horreur, de criminalité même. Voilà, tout à fait. Voilà. Là, nous sommes vraiment dans un crime. Vraiment dans des crimes, là. Ça, ce sont vraiment des histoires criminelles. Nous ne sommes plus vraiment dans les essais. Et normalement, qu'est-ce qui nous choque une fois de plus? C'est lorsque nous avons alerté la communauté, nous avons publié. Il y a des publications. Ma pétition, c'est une pétition qui est tellement scientifique, qui n'est pas conspirationniste, elle n'est pas conspirationniste ni complotiste, elle est scientifique avec des références bibliographiques qui sont vérifiables. Et ce que nous avions demandé aux éditeurs, les gens qui ont écrit, les revues qui ont produit ces publications, de nous donner l'accessibilité, que nous ayons accès à que la population qui demande ces articles, qui veulent lire, des scientifiques aussi qui veulent analyser, ils vont avoir les mêmes conclusions que nous. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes plus dans les domaines des essais là-bas. Donc, nous sommes dans... Et franchement, je suis convaincu, je suis pas les seuls, avec plusieurs autres personnes, les médecins qui sont sur le continent africain, qui participent, il y a certains qui participent à ces essais, les autres qui ne participent pas, qui m'écrivent en privé, ils ont juste peur, la peur aussi de perdre le travail, la peur d'être assassiné, la peur de se retrouver dans la rue, ainsi de suite, parce qu'on est face à des multinationales. Il y a quand même, en Inde, tout le monde aussi avait peur, mais il y avait quand même 2 médecins qui se sont levés et qui ont dit non, stop, on va aller. Et l'État, et puis ça devenait une affaire d'État parce qu'il y avait beaucoup de preuves, ça a été médiatisé, les gens des droits de l'homme se sont impliqués. C'est ainsi que nous allons faire aussi. Nous aussi, on doit faire. Et ils vont faire, nous allons faire surtout. Moi, je demanderai aux scientifiques qui nous suivent, les gens qui connaissent les scientifiques, d'entrer en contact avec nous. Faisons ces collectifs et que nous puissions avoir, on va présenter peut-être des projets à la diaspora. Les gens peuvent nous aider parce que nous n'aurons pas de moyens pour le faire nous-mêmes, de descendre sur le continent africain, d'enquêter sur toute histoire des vaccinations et nous allons répertorier vaccin par vaccin et ce qui a été comme effet secondaire, vous allez voir que nous aurons beaucoup de morts ou beaucoup de cas de méningite et les gens qui sont restés invalides de toute leur vie. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre intervention. Je répète encore à tout le monde, il y a une pétition en ligne, signez-la de guerre. Si on veut commencer par faire respecter notre continent, on doit commencer par là. Il faut que les gens sachent, c'est que comme l'Inde, dorénavant, chaque mort sur le continent africain pour cause de décès de vaccins, on va se retourner contre eux et on leur mènera la vie dure. C'est très important pour nous. Merci franchement. Il y a encore une question. Oui, j'avais encore une autre question, docteur. On a mentionné ça tout à l'heure, on a parlé ici des groupes pharmaceutiques qui sont un problème pour l'Afrique. Mais j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y avait un autre problème pour l'Afrique et ce problème concernait tous les produits illégaux ou des produits de contrefaçon qui arrivent en Afrique. Mais ces produits-là, quand ils arrivent en Afrique, n'y a-t-il pas normalement des organismes aussi de contrôle? Je veux dire, c'est pas l'avantage de l'OMS que les produits contrefaits arrivent en Afrique. Est-ce que l'OMS ne devrait pas aussi contrôler ça? Est-ce que c'est pas contre les produits arrivent? Ne peut-on pas utiliser le fait que ça travaille contre l'intérêt, que ces produits arrivent sur place pour justement les saisir et faire en sorte qu'ils protègent nos enfants qui espèrent être soignés correctement et qui finissent par avoir des médicaments qui sont inefficaces parce que contrefaits? Ça, c'est encore un autre débat sur le continent africain. Et c'est ce qui pousse, parce que peut-être les gens qui vont suivre, nous sommes les médecins du terrain. Je viens du terrain. Je sais ce qui se passe sur le continent africain. Je suis dans ce domaine-là. Je sais que comment le faux médicament, je parle bien vraiment des faux médicaments, tue vraiment les Africains. Vous venez de toucher un dossier encore très capital que je demanderai une fois de plus l'implication de toute la diaspora, les gens qui veulent nous aider, nous soutenir pour que ces recherches soient vraiment menées. Nous comptons des pays. Je peux prendre par exemple les Bénin. Les Bénin, c'est la plaque tournante du trafic de faux médicaments sur le continent africain. Les Bénin. Vous avez les pays comme la République démocratique du Congo. Vous avez les pays comme le Nigeria, où
Et beaucoup de médicaments, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, les médicaments entrent par le Bénin. Pour l'Afrique centrale, les médicaments entrent par la RDC. Et maintenant, et puis vous avez de l'autre côté, vous avez le Nigeria. Alors, il n'y a pas de procès politique pour les firmes ici. C'est ceux qui tiennent vraiment, qui tiennent le monopole de trafic de faux médicaments sur le continent africain. Ce sont les Indiens et les Chinois. Ce sont les Indiens, ce ne sont pas vraiment des grosses firmes pharmaceutiques de l'Europe et qui font ces trafics. Ce sont les Indiens et les Chinois qui tiennent ces trafics-là. Vous allez même vous souvenir, à un moment, il y a le président Patrice Talon, béninois, il a traduit en justice une société qui s'appelle New Sesamex. New Sesamex, c'est parmi les sociétés qui m'ont traduit en justice, qui m'ont emprisonné chez moi en République démocratique du Congo. Mais on les a retrouvés avec des conteneurs de faux médicaments au Bénin. Et ces faux médicaments concernaient les vaccins, donc il y a des faux vaccins. Donc c'était il y avait des antipaludéens qui sont faux, il y avait des anti-inflammatoires qui sont faux, il y avait toute catégorie de médicaments qui étaient faux. Alors, donc vous arrivez sur le continent africain, selon les rapports, nous avons selon les morts. Les morts dus à la prise de faux médicaments, c'est entre 200 000 et 300 000 morts par an. Des personnes qui décèdent. Mais ça, c'est presque un génocide. Mais c'est un génocide qui se passe quand même sur notre continent. Pardon? C'est un génocide qui se passe sur notre continent. C'est quasiment un génocide. Mais je vous dis, donc je suis parmi les médecins qui ont pris le courage. C'est pourquoi j'ai des problèmes. C'est pourquoi j'ai toujours des problèmes. Nous sommes parmi à la tête des gens, de cette résistance pour dénoncer ce qui se passe sur le plan sanitaire. Les gens croient seulement qu'on nous tue avec les armes. Non, c'est pas seulement ça. Les gens croient que c'est seulement les viols des femmes africaines. Oui, il y a ça, mais il y a des morts silencieuses qui passent sous crimes organisés, qui passent sous silence. Les crimes sous de blouses blanches, ce sont les crimes de médicaments sur le continent. Et les trafics le plus jetés sur le continent africain, parce que ça génère beaucoup d'argent. Ça génère beaucoup d'argent. Donc, vous avez ces pays-là, donc le Nigeria, et les Bénin, la République démocratique du Congo, comme j'ai cité tous ces pays-là, qui sont vraiment les plaques tournantes de ces trafics de faux médicaments. Par exemple, en Côte d'Ivoire, un moment, je crois que je me rappelle, ils avaient fait une saisine maintenant, ils avaient fait une saisine de 400 tonnes. Des 400 tonnes de produits qui sont trafiqués. Et ça, c'est un échantillon minime. Si on fait ça, donc c'est déjà passé. Mais comment, une fois de plus, la dépendance de l'Afrique? L'Afrique avait demandé la collaboration de la Fédération mondiale des douanes. C'est l'Organisation mondiale des douanes, en collaboration avec les pays africains, et qui avait organisé avec l'Interpol, donc la police, qui avait organisé certaines saisines dans les portes d'entrée au niveau d'Afrique, comme ce que je venais de citer là. Donc, les Africains nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de nous protéger et nous ne sommes pas en mesure de protéger notre population. Et quand vous posez des questions, les CDC là commencent où? Ces crimes commencent au niveau de nos douanes. Les douaniers africains sont les douaniers les plus corrompus de la planète. Non, c'est pas drôle. Les douaniers les plus corrompus de la planète. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans chaque pays africain, tout le monde veut travailler à la douane. Tout le monde veut travailler à la douane. Il est affecté à la douane. Il va même tuer une personne seulement pour qu'il soit affecté à la douane. Et quand il est affecté là-bas, dans 2 jours, 1 semaine, il achète déjà une Jeep. Il commence déjà à construire des villas. Et vous posez la question, toi, tu gagnes cet argent. Alors, ce sont les trafics de faux médicaments qui entrent là-bas et les gens, ils savent que vraiment les médicaments qui viennent d'entrer ici, c'est pour tuer les Africains. C'est parce que là-bas, c'est le Donc, c'est un problème grave. Et la solution pour ça,
C'est comme nous sommes la solution pour ça. Nous avons juste pensé à deux choses. Premièrement, il faut qu'on développe notre pharmacopée traditionnelle sur place, donc qu'on fabrique nos propres médicaments traditionnels comme l'Inde fait ça pour contrecarrer un peu cette affluence des faux médicaments. Donc, fabrication, développement de nos petites unités de transformation de plantes médicinales sur le continent et surtout aussi les agences indépendantes comme ce que je vous ai dit par rapport au vaccin. Nous pouvons doter des chercheurs africains indépendants qui vont avoir des petits appareils. Ça ne coûte pas cher aujourd'hui. Il y a des applications pour retracer des faux médicaments. Il y a des petits appareils, des dosages rapides pour doser les faux médicaments. C'est ainsi que nous pouvons lutter contre ces trafics et ne pas compter sur les politiciens. Parce que quand vous regardez au Bénin, qui était complice de ça, un député qui, soi-disant, c'est comme ça même en RDC, les députés comme tous les élus, les soi-disant élus en Afrique, ils ont toujours des ONG. Tous ils ont des ONG. Même les présidents, toutes les premières dames des fonctions des ONG. Donc, ces fondations, ce sont les plaques tournantes de trafic. Ces gens passent là, parce que ces fondations-là, soit ils sont contrôlés à la douane, soit ils ont une exonération au niveau de la douane. Voilà les grands problèmes qui se passent sur le continent avec ces dossiers aussi de faux médicaments. Merci beaucoup, docteur. Et donc, je vais juste répéter pour nos auditeurs, enfin les gens qui sont avec nous, peut-être s'il y a 2 ou 3 personnes qui ont des questions pour qu'on termine cette partie-là, parce que je rappelle le thème de ce soir. On parlait bien sûr des essais de vaccins sur le continent africain, ainsi que des pistes de ce qu'on peut faire ensemble. Il y a déjà une chose qu'on peut faire ensemble, et vous n'avez pas besoin d'être africain pour nous regarder. Je sais que j'ai des amis qui me regardent de partout. Je suis heureuse que vous vous sentiez concernés, parce que on parle d'humanité là, on parle d'humanité. Ce qu'on peut faire sur des Africains, c'est ce que vous laissez faire sur des Africains va arriver tôt ou tard en Europe, parce que l'argent, les gens n'en auront jamais assez. On le fait sur des gens pour une question d'argent. Tout ce que vous permettez qui arrive sur le continent africain, tout ce que vous laissez faire, votre voix compte. Aujourd'hui, plus que jamais, votre voix compte, et que vous soyez africain ou pas, ne laissez pas les Africains s'enfermer dans ce problème comme si c'était un problème uniquement à eux. C'est un problème d'éthique. Il faut pas être médecin pour ça. Heureusement qu'on a un chercheur aujourd'hui, médecin, docteur, qui est là pour nous éclairer, parce que c'est vrai que quand on parle tout seul, on n'est pas assez éclairé. Il nous éclaire sur la situation en place, des situations qu'on connaît déjà tous. Prière, s'il vous plaît, tout le monde, de signer la pétition, partagez la pétition avec, c'est déjà un premier pas de ce qu'on peut faire ensemble. Il faut faire du bruit. Faire du bruit, parce que si on ne sait pas faire ça ensemble, eh ben ça veut dire qu'on laisse chaque fois le pouvoir à ces industries pharmaceutiques pour venir faire n'importe quoi sur le terrain. Et une fois qu'ils continuent comme ça, ben ça va nous répéter dans le visage, parce qu'on a nos familles là-bas, on a notre avenir là-bas. Si l'avenir, l'Afrique est le continent d'avenir, on peut pas laisser faire ce qui est en train de se passer. Comme on dit, c'est que la non-assistance à personne en danger est un crime. Là, on vous informe qu'un crime est en train de se produire en Afrique. On vous fait savoir que des personnes meurent, et c'est pas qu'on fait le nécessaire pour éviter cela. Rester silencieux face à ça, c'est un peu aussi pour moi quelque part une sorte de non-assistance à personne en danger. Et maintenant, on fait appel à votre courage pour venir en aide à cette Afrique qui, au bout du compte, allez, il faut qu'on arrête de dire c'est uniquement aux Africains. Non, c'est qu'on a des frères aujourd'hui, il y a des mélanges qui ont été faits, les gens ont voyagé et sont partis. Donc, on a des frères qui sont d'autres origines, qui sont concernés par l'Afrique. On a besoin que ces personnes aujourd'hui fassent compter leur voix. On a besoin que ces personnes auprès de leur gouvernement fassent comprendre que non, écoutez, là-bas ça se passe mal en Afrique. Oui, nous ne sommes pas africains, mais nous nous sentons concernés parce qu'ils sont humains tout comme nous. On a besoin de votre assistance. Voilà, donc on partage. Est-ce que vous avez encore des questions que je peux prendre? Il y avait tout à l'heure qui nous avait demandé si les personnes étaient payées pour faire les essais tels que c'est fait ici en Occident. Évidemment, la réponse, je crois qu'on la connaît, mais on l'attend quand même de votre bouche. Si une personne est payée? Pour les essais. Non, normalement, parce que je vais prendre un exemple. Normalement, dans un essai clinique, la personne doit être rémunérée. Ici en Europe, par exemple, il y a des étudiants en médecine. Et c'est une époque où c'est une époque, ce n'est plus maintenant, où aujourd'hui les enfants n'acceptent plus jamais les essais cliniques ici, parce qu'ici ils sont très avertis sur les essais cliniques, ils connaissent un peu le magouille, des films pharmaceutiques. Normalement, oui, et on doit être rémunéré, mais ils ne sont jamais rémunérés. Je vais vous donner un exemple. Les prostituées
dont on a parlé sur la chaîne LCI, sur les prostituées, comme on a fait les prostituées de VIH-Sida. Il s'agissait des prostituées du Cameroun, 400 prostituées dans cet essai clinique. Premièrement, on les a trompées sur la rémunération. Elles n'ont jamais été payées. Deuxièmement, on les avait dit qu'elles vont consentir volontairement, ce qui était faux. D'abord, l'essai clinique s'est déroulé partie à francophone et ces prostituées, la plupart prostituées là, vous savez déjà qui peut se prostituer sur le continent africain. C'est pas une fille qui a étudié, qui a l'université. Ces femmes-là qui n'ont pas vraiment étudié, qui n'ont pas vraiment un bagage, qui ne comprennent vraiment ce qu'on leur propose. C'est la population vulnérable. Les essais cliniques en Afrique sont réalisés sur les populations vulnérables, pas sur les bonnes personnes. Parce qu'un intellectuel n'acceptera jamais. D'abord, il va te demander où est ton protocole. Je vais lire ton protocole et quelles sont les chances de survivre dans ton essai. Ils posent des questions. Mais ils vont dans une catégorie de population. Qu'est-ce qu'un villageois, par exemple, va demander à un blanc encore qui porte une blouse blanche? Qu'est-ce qu'un villageois va dire? Rien du tout. Oui, tout à fait. Rien du tout. Déjà, d'abord, sa couleur influence. Et c'est une influence. Et en plus, c'est une blouse blanche. C'est une influence. Non, sont la même chose. Tout à fait. Donc, Pardon, excusez-moi. C'est moi qui ai fait... Oui, je suis là. Oui. Ah, ok. Donc voilà. Maintenant, c'est ce qui est des essais. Ce qu'on peut faire ensemble, on en a parlé. On a dit à tout le monde ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut faire avec vous. Maintenant, docteur, en votre qualité de docteur, ce qu'on voulait aussi savoir, c'est quels sont donc du coup, il y a personnes qui écoutent, plusieurs personnes sont avec nous. Merci beaucoup à tout le monde d'être en ligne. Quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez nous conseiller d'investir ou de regarder, parce qu'il y a des gens aussi sans doute qui regardent et qui se disent je vais aider l'Afrique. Il y a plusieurs façons d'aider, bien sûr. Il y a la façon de donner, mais il y a aussi une façon d'investir. Et notre continent a besoin aussi d'investissement. On en a parlé tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs qui désirent investir ou qui désirent se tourner vers l'Afrique ou bien d'une façon ou d'une autre se rendre utile? Ouais. Et là, s'il y a des gens qui veulent investir ici, les gens qui sont intéressés d'abord pour rendre bien, l'investissement, c'est pas seulement gagner beaucoup d'argent, ainsi de suite, mais aussi rendre un service à une communauté. Et les gens qui vont investir dans le domaine de la santé vont rendre un très bon service sur notre continent. Et ça peut être qui investissent sur les continents africains en santé? Ce sont les petites industries chinoises et indiennes qui ont les monopoles. Vous savez, par exemple, l'Afrique, c'est 98% de médicaments qui sont consommés sur le continent africain viennent de l'extérieur. 98%. 98%. Oui, 98%. Et l'Afrique subsaharienne encore, ça c'est trop grave. Les gens qui ont une petite indépendance de leurs médicaments, c'est l'Afrique du Sud et le Maghreb. Donc là, ces groupes de pays-là ont vraiment une indépendance de médicaments sur les continents. C'est là où aussi quelques multinationales sont partis s'installer, ainsi de suite. Mais les restes de l'Afrique n'ont même pas de sociétés pharmaceutiques. Ils n'en ont pas. Et donc concrètement, nos auditeurs qui désirent s'investir en Afrique, aider, se rendre vraiment utile, ils peuvent s'investir en ayant une pharmacie, par exemple, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Aujourd'hui, avec les domaines des génériques, c'est un domaine, seulement il faut consulter les experts comme nous autres, on va leur indiquer quelles sont les choses qu'ils vont faire. Par exemple, il y a les domaines des génériques ou les médicaments qui sont déjà accessibles à tout le monde. C'est ça parce que ces Indiens-là, qui sont des millionnaires, comme je veux dire, la société là qui est Patrice Talon au Bénin avait saisi, qui s'appelle New Sesamex, qui est installé presque dans plusieurs pays. Et il y a une petite société qui s'appelle Chalina pour les Indiens, qui est installée presque dans beaucoup de pays en Afrique centrale. Mais ce ne sont pas les sociétés qui ont beaucoup d'argent. Non,
Et ils ont des petites même, des mini machines d'emballage, des micro-entreprises pour les emballages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, par exemple, ils vont faire de poudre, et plutôt ils vont faire des comprimés. Ils prennent la matière première chez eux, en Inde, donc les poudres. Ils viennent sur le continent africain, ils fabriquent ça directement, ils montent et ils mettent ça dans leurs emballages. Et c'est comme ça qu'ils appellent sociétés pharmaceutiques. Non, ce ne sont pas des sociétés pharmaceutiques. Donc, aujourd'hui, investir en Afrique dans le domaine des médicaments, ça va d'abord aider. Parce qu'un Africain, je suis sûr, au moins qu'il ait vendu aussi son âme au diable, ou qu'il va faire aussi des faux médicaments, comme les autres sont en train de s'enrichir des pauvres Africains. Donc, investir dans le domaine de santé, investir dans le domaine des médicaments. Et l'autre domaine que les gens négligent, c'est l'investissement dans les plantes médicinales. L'investissement dans les plantes médicinales. Ça, c'est l'avenir de l'humanité de demain. Nous partons vers où les gens ne veulent plus être intoxiqués, ou plutôt ne veulent plus prendre des médicaments qui ont des effets secondaires graves. Donc, la molécularisation, nous sommes en train de disparaître. Les médicaments, à un moment, les gens ne vont plus le consommer. Et vous voyez que beaucoup de gens aujourd'hui, à moins qu'ils aient des maladies chroniques, beaucoup de gens ne veulent même pas prendre de médicaments parce qu'ils connaissent déjà les effets secondaires et surtout la dépendance. Cette dépendance. Mais il n'y a pas une dépendance en plantes médicinales, par exemple. Il n'y a pas une médicinale. Bon, enfin, que ce soit les cannabis et les autres. Bon, il n'y a pas de dépendance sur les traitements, sur les plantes. Et en plus, 80% de la population africaine recourt à cette médecine traditionnelle. Donc c'est vraiment, c'est des domaines d'investissement qui ont de la demande, qui sont lucratifs, mais pourtant il y a pas beaucoup de gens, enfin à part les Indiens et les Chinois qui ont compris, nous-mêmes on semble pas avoir compris le besoin de s'y investir. Non, il n'y en a pas. Franchement, tous les gens qui me suivent, qui connaissent l'investissement, ils diront que voilà, c'est la réalité. Domaine de santé, il n'y a pas d'investissement en Afrique. Les Africains n'investissent pas dans le domaine. Ils sont très dans l'immobilier, ils sont dans c'est pas de l'alimentation, ils sont dans d'autres domaines. Mais le domaine de la santé, c'est un domaine qui est resté entre les mains des étrangers. Alors que ce sont les domaines qui sont clés. Voilà, alors que c'est clé, et c'est que ça rend des gens qui deviennent des millionnaires. Donc au-delà, parce que je le précise pour que tout le monde comprenne, c'est pas un domaine où vous travaillez, vous cravachez pendant 1000 ans et que vous avez rien. Parce que les gens, comme nous a dit le docteur, sont toujours malades. Les gens ont besoin de se soigner. Et si l'argent peut motiver beaucoup de personnes, voilà. On vous a dit qu'il y a des personnes qui s'enrichissent en vendant des produits de contrefaçon. Ça veut dire que en mettant un certain investissement sur la table, on peut fabriquer des produits corrects qui sauvent des gens, et les personnes qui ont l'intérêt pour l'argent gagneraient quand même leur argent. Donc ici, il y a intérêt pour tout le monde. Voilà, c'est une façon pour nous de ne pas rester dans ce truc et puis de finir corrompu, parce qu'on peut quand même gagner de l'argent même en faisant bien les choses. Voilà, voici un domaine sur lequel on peut vraiment investir. Et puis par rapport on parle aussi de transformation de ces plantes, parce qu'on voit arriver aussi, vous m'en avez parlé tout à l'heure, la transformation de ces plantes en huile essentielle, etc., qui est aussi un domaine que peut-être les auditeurs ont envie de comprendre. Est-ce que c'est prometteur pour l'Afrique? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a qu'y a-t-il d'intéressant? Parce qu'on sait que de plus en plus il y a des gens qui sont dans la cosmétique, mais aussi pourquoi pas dans la santé, mais la santé reste, je sais pas si la cosmétique et santé ça se joint, mais du coup quand on parle de ces plantes naturelles et tout qu'on a déjà sur le sol africain, est-ce que c'est aussi un domaine intéressant pour ceux qui nous écoutent? Mais bien sûr, mais nous sommes en Europe, mais qui ne disent pas qu'il y a besoin, par exemple, qui ne partent pas des boutiques de bien-être, par exemple. Qui ne partent pas dans les boutiques de bien-être. Les gens qui veulent avoir tout, que ce soit des crèmes, des médecins, ça peut faire. Donc, ce sont les produits de crème. Oui, c'est vrai. Et donc, j'allais prendre encore. Est-ce que toi, tu as... Je crois que j'ai toutes les questions ici. Les questions qui sont posées. Le collectif, docteur... Ah oui. Quel est le nom de votre collectif? Où est-ce qu'on peut vous suivre et vous lire? Ça aussi, ce sont des questions.
Je vous ai dit, beaucoup de gens, d'abord beaucoup de médecins qui ne veulent pas risquer leur carrière parce qu'ils se disent, toi au moins, en fait moi particulièrement, tu as déjà pris des risques énormes et tu es déjà connu pour ces fronts-là avec les institutions. Nous sommes derrière, donc nous sommes derrière pour te soutenir. Ce ne sont pas les gens qui veulent s'afficher. Et les collectifs, comme on l'a dit, ce sont des médecins indépendants. Parce qu'on a d'abord les noms comme ça, on s'est dit, on est indépendants et panafricains. Donc, nous ne travaillons pas avec les multinationales. Donc, ce sont les gens qui veulent d'abord pas travailler avec les multinationales pour des convictions. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont leurs propres convictions et qui préfèrent avoir leur maigre salaire en tant que médecin que de s'enrichir derrière sur des cadavres des gens. Donc, alors, par rapport où est-ce qu'on peut trouver ce que nous sommes en train de faire, parce que ça vient à peine de se mettre en place par rapport aux gens qui viennent d'adhérer un peu à l'idée que nous avions il y a longtemps. Pourquoi les gens nous ont connus à travers des documentaires qui sont passés sur le chaîne France 24, par exemple, sur mon combat. Et après ça, maintenant, j'ai eu des contacts avec des collègues médecins, des professeurs, d'autres professeurs d'université, maintenant qui sont en retraite. Et parce qu'il y a beaucoup de profs aussi d'université qui sont très actifs, qui ne veulent pas aussi trop s'afficher parce que leurs laboratoires, parce qu'il faut savoir sur tous les laboratoires, tous les projets de santé en Afrique sont financés par ces mêmes multinationales que nous sommes en train de décrire, en fait, que nous sommes en train de dénoncer. Donc, c'est eux qui financent. Donc, les gens ne veulent pas trop s'afficher. Et nous sommes en train de travailler sur une vitrine, une plateforme où les gens peuvent suivre les émissions par rapport à ces collectifs. Nous avons des projets indépendants à organiser dans n'importe quel pays africain. Donc, il y a les groupes qui est là. Ici en Europe, il y a quelques médecins qui sont là, qui passent d'ailleurs dans beaucoup de médias ici panafricains, qui sont là, qui travaillent et nous travaillons. Je vais prendre l'exemple pour celle qui s'est aussi docteur Christelle qui est en Belgique, qui est dans ce collectif là, et nous sommes en train de faire venir d'autres médecins d'ici et surtout les médecins qui sont restés sur le continent. D'accord. Ce que nous, on va faire probablement à la fin de la vidéo, on va mettre quelques liens, par exemple, déjà pour la pétition, comme ça tout le monde peut signer la pétition. Nous avons créé un groupe dernièrement sous l'influence, sous le conseil de FENJEP qui proposait qu'on crée un groupe WhatsApp dans lequel des fois on pouvait échanger pour les investir. On peut peut-être les diriger vers certains points, leur conseiller vers quoi se diriger, les investissements qui peuvent aider l'Afrique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on fera quand même en sorte de rester en contact avec vous, parce que je suppose qu'après cette vidéo, il y a des personnes qui pourraient être intéressées, et peut-être voir alors à ce moment-là ce qui peut être fait. En tout cas, on vous remercie pour votre participation. Vous nous avez éclairé sur beaucoup de points. Je pense que beaucoup de personnes se sentent un peu plus rassurées, même si ils sont beaucoup plus dégoûtés qu'avant. Nous, on se sent rassurés parce qu'on connaît la vérité. Et donc maintenant, c'est à nous de nous retrousser les manches, d'arrêter de jouer les victimes tout le temps et de commencer à se dire, ben voilà, d'accord. En restant dans cette position-là où on fait que se plaindre sans agir, on est des victimes. Si on commence à agir, on peut changer le cours de l'histoire, de notre histoire. Et maintenant, ça demande la participation et la responsabilité de tout le monde par rapport à ça. Tout à fait. Et alors, pour rester connecté au docteur, c'est aussi quelque chose dont on a parlé. Si vous voulez si vous voulez soutenir, l'aider, regarder ce qu'il fait, regardez ses pages. Soutient déjà en portant sa voix. C'est à nous de faire aussi en sorte que je l'ai dit tout à l'heure avant de commencer, avant que le docteur nous rejoigne dans la vidéo, c'est à nous de faire en sorte que nos scientifiques soient écoutés. On crée des podiums pour les laisser l'espace pour s'exprimer, parce que peut-être que les gouvernements vont pas le faire. On a déjà compris ça, on l'a tous compris. Donc la pétition est là. Vous avez plusieurs liens dans les posts que j'ai fait pour annoncer cette interview. J'ai laissé plusieurs liens vers ses comptes à lui, parce qu'il communique assez souvent, pour qu'on reste connecté avec ce qu'il fait, vers les films, pour que vous voyez aussi le parcours qu'il a, pour que peut-être vous puissiez comprendre aussi, ça c'est très important. Et puis sinon, on vous remercie docteur en tout cas de nous avoir éclairés. Autant je renouvelle les remerciements, comme a dit mon mari, de nous avoir
devoir renforcer aussi, parce que c'est important pour nous d'avoir un expert qu'on sait qu'il nous veut du bien aussi, qu'on sait que la transparence ne l'inquiète pas. Voilà, on vous a entendu parler, on sait que la transparence ne vous inquiète pas et que vous avez des autres objectifs qui sont des objectifs beaucoup plus humains. Maintenant, voilà, je sais pas c'est quoi la suite, mais je pense qu'on va pouvoir encore continuer à en discuter et que n'hésitez pas à vous diriger. En tout cas, un remerciement à tous les gens qui étaient en ligne. On est tous acteurs de ce changement. Un grand merci, docteur, de nous avoir dirigés, mais restez connectés encore avec tout ce qu'il fait parce qu'au jour le jour, il communique sur ce qui se passe et sur ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Faire d'énormes choses ensemble. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on puisse clôturer? Non, je vous remercie beaucoup, madame, pour votre invitation et des salutations à tous les gens qui sont en train de nous suivre. Et nous sommes, comme vous l'avez dit, et nous sommes disponibles pour partager nos idées. Si la communauté africaine, vous ne voulez pas soutenir vos recherches, il faut pas attendre toujours les maladies pour que vous puissiez crier, ils sont où, quels sont vos protocoles, ainsi de suite. C'est maintenant. Tout se prépare. Nos amis préparent des maladies pendant des années et des solutions aussi envisagées. Les chercheurs doivent aussi travailler et pour travailler, vous devez nous créer des cadres de travail et surtout la recherche s'accompagne toujours des contributions des gens. Même ici, nous voyons, il y a des associations des malades qui contribuent pour la recherche, il y a les associations de ceci qui contribuent pour la recherche. Si vous mettez chaque un seul euro, un euro seulement. Vous êtes même 10 000. Vous êtes combien c'est pas d'euros? Vous mettez un euro. Et c'est un euro là pour diriger vers un projet de recherche qui se passe sur le continent africain. Vous allez contribuer beaucoup plus à la lutte contre les maladies et à ces crimes qui s'organisent sur le continent africain. Merci beaucoup, docteur. Voilà, le docteur l'a dit, le mot pour la fin, le docteur l'a dit, il a dit, c'est à nous de savoir aussi, la recherche, ça coûte de l'argent. Pourquoi est-ce que Bill Gates a le passe-droit partout, dans toutes les institutions? Parce qu'il met de l'argent sur la table. Si on veut que nos scientifiques aussi puissent travailler en bonne et due forme, nous donner des résultats, chercher, nous dire, voilà, être écouté aussi, être entendu à un certain moment donné. Il faut pas se tromper, le docteur Raoul, s'il peut avoir une audience, c'est parce qu'il a, il a de quoi aussi, il a un podium. Alors, voilà. Docteur, je vais juste interrompre quelques secondes pour vous faire savoir que les personnes qui nous ont suivis vous remercient. Oui. Vous avez le remerciement de Maudit, de maman Agnès, Elmire, Ludovic, plusieurs personnes nous ont suivis et vous remercie pour votre intervention. Ouais. Et en échange, on aimerait vous faire savoir que vous n'êtes plus seul. On a pris conscience de l'information et vous n'êtes plus seul. Nous autres enfants d'Afrique ou d'ailleurs, nous devons travailler ensemble à aider un continent qui concerne notre terre à tous. Oui, tout à fait. Voilà, un grand merci en tout cas. Hein. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà les amis, je vous avais dit que si ce que le médecin avait à nous dire était pas bon, vous pouviez me bannir de vos pages Facebook. Je pense que vous n'allez pas me bannir. J'espère. J'espère. Voilà, en tout cas pour moi l'entretien était riche. Il est très avenant, il a eu du temps pour nous. C'est à nous de jouer maintenant. On a parlé d'indépendance économique. Voilà, ceux qui veulent rejoindre un groupe de personnes qui sont mobilisées à agir et à faire les choses autrement, n'hésitez pas à me laisser leur mail. Nous sommes déjà quelques membres, quelques personnes. Merci Fanjep qui m'a vraiment motivée. Voilà, je sais que vous me motivez tous. Mon mari aussi. Bon, donc, pour qu'on puisse délivrer ce truc-là aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens fière de nous. On a fait quelque chose de bon. Merci Fanjep parce qu'il est derrière. Fanjep est animé. Merci à tous d'abord. Il faut le suivre aussi avec le magazine qu'il a mis en place, qui aide aussi un peu la communauté. Tout à fait. Kamita Magazine. Kamita Magazine, vous pouvez suivre aussi. Fanjep est un des contributeurs que vous avez vu. Engagé aussi, c'est important pour nous de pouvoir nous motiver les uns les autres parce que même pour faire, ne serait-ce que pour faire ce live, il y a aussi des gens derrière nous de temps en temps qui nous fournissent, qui nous donnent des idées, qui nous disent comme si c'était bien. C'est important pour nous la présence que vous avez, d'être là en ligne ce soir, de pouvoir dire, entendre ce docteur. On l'avait dit, c'était très important d'être là tous ensemble. On a été très long, mais je crois que c'était très très important d'être là et de suivre ensemble et de comprendre ensemble ce qui est en train de se passer. Maintenant, la balle est dans notre camp, à nous de jouer. Je crois qu'il y a d'autres propositions
propositions pour demain. Le sujet risque d'être génial parce que ça doit être la suite de ce dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à partager d'où que vous nous suiviez. N'oubliez pas de prendre les mesures de distanciation au très sérieux parce que c'est sérieux aussi le coronavirus. Vous lavez les mains plusieurs fois. Protégez vos familles en leur expliquant de ne surtout pas faire les essais et les tests quelconques sans avoir la garantie. Tout à fait, sans avoir la garantie que ça a été vérifié. Et puis ne pas oublier quand même, on doit quand même se faire soigner, qu'on n'ait plus peur de l'hôpital parce que ça aussi c'est un risque majeur avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on entend. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie à tous. C'est vrai que j'ai mentionné quelques noms, c'est parce que je peux pas tous les dire. On vous remercie infiniment pour votre participation. Merci d'avoir fait honneur à ce professeur. Et puis continuez à le suivre et nous on se retrouve. Et un petit clin d'œil à Eric. Oui, Eric, il faudra regarder la vidéo parce qu'on a justement parlé de ça, revenir à la médecine traditionnelle. Voilà. Il y a quelques explications qui ont été données, quelques pistes qui ont été lancées. Donc juste regardez et si jamais tu veux plus d'informations, contacte dans le mail. Fanja Padi, Nancy présidente. Yeah. Je vote pour elle aussi. Merci à tous, vous êtes géniaux. Une belle soirée à vous. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et continuons à veiller sur le continent qui est le nôtre et les uns sur les autres. Ah, là, mais merci à maman de m'avoir suivi pour la première fois de ta vie. De m'avoir suivi, c'est important aussi la famille qui soutient, enfin voilà, comme vous. Merci beaucoup. Donc Fanja Pnedi, avec les témoignages du docteur, on comprend davantage l'importance de l'authenticité de votre mari quand il s'exprime avec radicalité. Merci Fanja. Voilà, quand il s'exprime, voilà, force à nous deux. Mais je crois que c'est ça aussi. J'aime bien qu'il soit là parce que justement, je ressens le besoin d'être entouré aussi avec des gens qui n'ont pas peur des mots. Il a pas peur des mots. De temps en temps, moi, de temps en temps, j'ai peur plus de vexer des gens que des mots en eux-mêmes. J'essaye de trouver les mots justes pour parler des choses qui blessent. Et là, ce sont des vérités. Pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à les entendre comme ce médecin. Franchement, je pense qu'il mérite nos applaudissements et notre soutien entier. Il a dit, c'est à nous de savoir ce qu'il nous reste à faire. Voilà. Nous, on se dit au revoir et une très, très, très belle journée. Eric, je continue de te répondre parce qu'il y a quelques questions que on a reçu les réponses. Donc, je continue avec toi et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà. Paix et amour chez vous. Mouah. Bisous. Une bonne soirée. Bonne soirée.